Nous pouvons commencer, donc j'aimerais vous donner le bienvenu de la part du COVID-19 Task Force et la Société Royale Canada. Nous reconnaissons l'intellectuel, les académiques et les chercheurs des artistes qui sont leaders dans le monde dans un débat et discussion ouverte pour intégrer, pour encourager, fomenter la connaissance sur les questions qui sont critiques aux Canadiens et au Canada. Le Task Force d'immunité du Canada a été créé pour tout le pays pour déterminer l'impact qu'il y aurait le SRAS COVID-19 sur le Canada, développer des techniques de tests meilleures tout au long du Canada. Le RSA, le COVID-19 de Task Force, font cet événement et cet événement est localisé sur les territoires des Algonquins. Côte à côte, nous sommes reconnaissantes des territoires non cédés et traditionnels des Premières Nations et reconnaissons les douzaines de langues des personnes autochtones qui a enregistré ce qu'on appelle beaucoup le Turtle Island. Cet événement est offert avec une interprétation directe en français. Pour accéder au fil en français, cliquez sur le globe en bas de votre écran et sélectionnez Français. Cet événement est enregistré et sera publié en ligne en français et en anglais et sur le site RSC et aussi sur le site IF. Ensuite, si vous perdez quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir accéder à tout ça. La politique en titré Les enfants à l'école pendant la pandémie de COVID-19, ce qui détermine l'impact du COVID-19 sur les enfants dans le système scolaire. Et bien sûr, vous pouvez accéder à tout cela sur le site. Moi, je m'appelle Shannon Bradford, je suis Paul McLean, je suis à Ottawa et je vais introduire nos panélistes et participants d'aujourd'hui. D'abord, c'est le Dr Tracy Bayancourt, le chair de recherche numéro 1 dans le Centre de psychologie et professeur de la psychologie au faculté de l'éducation à l'Université d'Ottawa. Ensuite, nous avons le docteur Caroline Poishtan, qui est le chaire de recherche dans la prévention de la recherche dans le département des maladies infectieuses et l'immunologie, et aussi de la pédiatrie à l'Université de Montréal, CHU Saint-Justine. Le co-chair de la groupe de référence sur la vaccination de COVID-19 et le task force, le membre sur le task force de l'immunité du COVID-19. Nous avons l'autre professeur en microbiologie dans les maladies infectieuses dans l'école de médecine de l'Université de Calgary. C'est le chair du Task Force de l'immunité de COVID-19 de pédiatrie et le CATF. Nous avons aussi Dr. Curtis Brown, surintendant chez South Slave Divisional Educational Council et le président de la Société canadienne des administrateurs du système scolaire canadien. Nous allons repasser comment faire les choses. Dr. Vaillancourt d'abord sur le rapport. Ensuite, je vais commencer une discussion avec chacun de nos panélistes. Ensuite, nous allons ouvrir la piste aux questions du public. Si vous avez des questions pour ces experts, donc, veuillez les rentrer sur la Q&A en bas de votre écran. Si vous voulez vous joindre la question ou la discussion aux événements, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le RSA des Academies, et ça a aussi été inclus dans les diapos. Donc, c'est facile à trouver. Je vais laisser Dr. Bayancourt, donc, commencer avec le rapport du CITF. Merci pour cette géniale introduction. Je présente donc les principales conclusions et je veux vraiment souligner que notre rapport est extensif et exhaustif. Donc, bien évidemment, je ne vais pas parler pendant les prochaines 5 heures à ce thème-là. Je vais juste donner des principales conclusions. Je vous encourage tous à regarder le rapport parce que ce que je vais parler ne va pas faire justice à tout ce qui est dans le rapport. Par rapport à les recommandations, nous croyons que les écoles doivent être les premiers à ouvrir et les dernières choses à fermer. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'enfants qui ont été sujetés à des fermetures d'écoles très prolongées. Nous voulons garder les écoles ouvertes, surtout avec la 4e vague du variant Delta. Nous devons vraiment prioriser les étudiants et les professeurs dans nos idées de vaccination. Dans l'histoire, ça n'a pas appliqué aux enfants.
Donc, si on va commencer avec une autre infection booster, donc je crois que les éducateurs doivent être au début de la ligne comme des professionnels de santé. Nous devons aussi trouver des mesures de contrôle de l'infection et de prévention. C'est juste pas les provinces. Je crois aussi que le gouvernement fédéral doit donner des financements aux écoles de tout le pays pour s'assurer, afin d'assurer que les éducateurs et les étudiants restent en sécurité. Nous devons aussi adresser les lacunes dans l'éducation, les fossés éducatifs. Il y a des grandes fossés dans l'éducation. Malheureusement, ça, c'est déjà aux étudiants qui sont les plus vulnérables au départ, ceux qui étaient des désavantages avant la pandémie. C'est ces étudiants-là qui ont été disproportionnellement désavantagés par la pandémie. Les programmes d'intervention, nous avons besoin pour les étudiants, surtout ces étudiants ayant une scolarité interrompue ou incomplète. Nous avons tendance à penser au fait que les enfants étaient hors l'école, tout est rentré en ligne, nous avons géré assez bien et que tout le monde va bien. Mais notre rapport ne suggère pas des indications en appui de ce point de vue. Prochain diapo. Nous devons prendre des mesures pour réduire les inégalités. Et c'était assez frappant comme c'est une question centrale. Nous croyons que les écoles sont un lieu là où on peut aborder des inégalités qui existent au Canada. Et nous croyons que les écoles ne devraient jamais être un lieu où là, ça se magnifie. Et donc, il faut redresser cela. Le coût ça a été porté sur ces populations qui ont été vulnérables avant la pandémie. Ça, c'est assez problématique. Nous avons besoin d'améliorer l'accès des personnes autochtones en ligne. Et donc, nous retournons encore une fois à ceux qui ont eu l'option de pouvoir être éduqués pendant la pandémie. Ça n'a pas été les enfants dans les scènes, dans les secteurs ruraux. Ce n'est pas les enfants qui vivent sur les réserves. Ce n'est pas les enfants qui n'ont pas d'accès sur des dispositifs ou d'un accès Wi-Fi ou Internet rapide. C'est un droit humain, l'éducation, et ce n'est pas juste au fait qu'ils ne peuvent pas accéder au curriculum depuis la maison qu'on va les priver. Prochaine diapo, merci. Nous avons besoin de créer une stratégie nationale pour la santé mentale des enfants et nous argumentons cela depuis très longtemps. Avant la pandémie, avant la pandémie, 1 sur 5 enfants avaient des problèmes de santé mentale et cela a été encore plus prononcé depuis le début de la pandémie. Afin de pouvoir améliorer leur santé mentale, nous devons mettre l'accent sur le développement émotionnel et l'apprentissage émotionnel. Et nous devons monitorer aussi notre progrès. Nous n'avons pas suffisamment de données basées longitudinales. C'est un grand problème en demandant de répondre à la pandémie, de nous mettre là où savoir où on devrait mettre l'accent et ce genre de choses. Et comme nous mesurons ce qu'on a valeur et on a valeur de ce qu'on mesure. Donc, si on doit être préparé dans l'avenir, nous devons nous démarrer le moteur pour organiser cela maintenant. Prochaine diapo. Nous avons besoin de soutenir l'enseignement en tant que travail essentiel et ce n'a pas été le cas pendant cette pandémie. C'est choquant la pauvreté avec laquelle ils ont été traités pendant la pandémie. Ça a vraiment amené le pire de notre comportement. Et je crois que nous devons retourner à voir ce qu'on avait pour reconnaître que ce sont des professionnels qui, j'estime beaucoup de ma part et par d'autres, mais peut-être pas suffisamment par tout le monde qui devrait. Donc, les personnes hautement qualifiés, ce sont des professionnels, ils méritent un soutien et ils sont essentiels à notre bien-être, à notre économie et ce genre de choses. Nous devons améliorer l'expertise de la part des professeurs dans la pédagogie, dans les programmes de préparation de nos enseignants. Et la raison pour cela, c'est que quand la pandémie a frappé, on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez préparé dans ce secteur d'expertise et ça serait bien d'être bien préparé parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va réussir l'apprentissage dans l'avenir. Et finalement, nous devons prioriser la récréation et les autres formes de pause. Donc, pendant la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que nous avons priorisé
les mathématiques et la lecture au prix des relations des enfants. Et en fait, c'est peut-être une erreur. Et les relations se passent quand ils ont des formes de pause. Il faut réfléchir à ces formes de pause. Ce sont des recommandations. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Le rapport, je crois que dans beaucoup de façons, cela l'est. Et je vous encourage à le lire en complet. Merci. Merci beaucoup, Dr. Quash. J'ai plusieurs questions pour vous pour commencer prochainement. Il y a beaucoup d'enfants et adolescents qui sont contaminés par le COVID. Est-ce que les infections arrivent à l'école et est-ce qu'ils ont des mauvais cas avec des conséquences? Merci pour cette question. Je crois qu'il faut se rendre compte, en fait, que le contexte dans lequel je suis au Québec, là où on a l'enseignement en personne toute l'année, même pendant le deuxième et troisième vague. Et là où on a pu tracer les cas de COVID, ce que je pourrais dire, c'est que oui, nous avons eu des cas et nous avons toujours des cas au cours de la dernière vague, la quatrième vague, mais les outbreaks, les clusters, c'était des petits. Quand on a tracé ces cas, nous avons vu que la plupart d'entre elles, donc trois quarts, ont été en fait contaminés à la maison ou dans la communauté. La transmission à l'école, ce n'était pas élevé et ça aussi, c'est en relation avec les professeurs. C'est-à-dire que les professeurs ne se sont pas infectés à travers l'école. Souvent, c'était pris dans un autre lieu et c'était une source d'infection à l'intérieur de l'école. En parlant des nombres de cas, là, dans les vagues où les variants alpha et delta n'étaient pas en jeu. Donc, le printemps passé, nous voyons un cas élevé dans les enfants. Donc, peut-être dans les écoles primaires, là où la vaccination n'est pas disponible. Mais en même temps, en regardant ce qui s'est produit dans nos hôpitaux, que ce soit dans l'hôpital de Dr. Kellner à Calgary ou chez moi ici à Montréal, nous ne voyons pas une augmentation dans les nombres d'admissions. Et peut-être Jim peut commenter sur cela plus tard. Ce qu'on voit ici, c'est que principalement, on voit des admissions des enfants petits, avec moins d'un an d'état, qui prennent cette infection de leurs parents qui ne sont pas vaccinés ou qui ont décidé de reporter la vaccination après la grossesse. Et c'est ça qu'on voit. Mais à part ça, les enfants de l'âge d'école, on ne les voit pas à peine. Nous avons entre 0 et 3, ou 3 à 4 cas par jour des admissions pour COVID, ce qui est actuellement ce qui fait des problèmes sur l'hôpital, c'est des autres infections virales, c'est RSV, des virus ou des autres infections respiratoires qui se présentent en hiver, qui ont décidé de changer la saison et qui sont maintenant partout. Et donc, les parents viennent au centre des urgences parce que les enfants ont de la fièvre, mais ce n'est pas dû au COVID. Une autre complication de cela, que vous avez peut-être entendu parler, c'est que le MIS-C ou le PIMS, ce qui est cet syndrome multi-inflammatoire dans les enfants. Bien intéressant, il semble que nous avions eu plus de cela l'année passée et cet automne, on n'a pas eu, même si le quatrième vague au Québec a commencé fin août. C'est pareil en France, là où ils ont fait une étude des cas assez vaste. La plupart de leurs cas, comme nous, se produisent dans des personnes entre 5 et 9 ans et c'est souvent associé avec une inflammation de cœur. Et donc, beaucoup, souvent, même s'ils ont l'air d'être malades, et certains vont avoir être admis au ICU, il n'y a pas beaucoup de séquelles de longue durée. Ça, c'est rassurant. This virus, for some reason, is not causing any major disruption. Ce virus ne cause pas une perturbation dans leur vie. Peut-être ils ont enrhumé. Quand nous regardons leur réponse des anticorps, nous voyons 10% d'enfants qui sont infectés et ils sont positifs au niveau d'anticorps, mais ils n'ont pas de symptômes. Alors, c'est-à-dire, ils sont infectés, mais ils ne sont pas malades. Alors, les enfants ne sont pas
tellement malades avec cette maladie. Ce que nous voudrions limiter, c'est la transmission de leur infection vers les adultes qui peuvent être hospitalisés. Mais à l'école, l'apprentissage face à face ou en personne était quelque chose de positif et nous continuons là-dessus. Il y a très peu de conditions où les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et il y avait par exemple, les enfants qui ont reçu une greffe, par exemple, mais sinon, les enfants vont à l'école. Ah, c'est tellement intéressant. Merci, Dr. Kellner. J'ai quelques questions pour vous. Sommes-nous susceptibles de voir davantage de cas chez les enfants dans les semaines et les mois à venir, comme c'est le cas aux États-Unis? Et quand pouvons-nous nous attendre à ce que les vaccins soient disponibles pour les enfants moins de 12 ans? Et que pouvez-vous nous dire sur leur sécurité? Bon, je voudrais juste parler sur Dr. Quash a dit, nous sommes dans la 4e vague maintenant, c'est beaucoup plus transmissible. Alors, si vous voyez les cas actifs au Canada, à peu près 1 sur 150 Canadiens ou Canadiennes sont atteints de COVID. Dans la province de l'Alberta, où je me trouve, nous avons 4 fois cette quantité. Et le plus grand nombre de personnes qui a de la COVID est assez grand, comme Dr. Quash a dit. Plusieurs cas que nous avons vus dans les enfants, par exemple, ils sont des symptômes assez faibles, mais au contexte, c'est-à-dire dans le contexte au Canada, les enfants sont 9 fois moins probables d'être admis à l'hôpital. Ils sont moins probables de mourir de la COVID. Alors, ça, c'est bien. Mais si l'enfant termine à l'hôpital et à cause de la COVID, c'est une maladie assez significante et nous avons vu qu'une 5e des enfants, malheureusement, vont aux soins intensifs. Alors, avec la vague et le variant de Delta, il y a une grande augmentation des cas des enfants qui terminent à l'hôpital et en quelques mesures, ils meurent de la COVID. Et comment vous pouvez voir cela en regardant les États-Unis en mois d'août? Quelle est la probabilité qu'un enfant va terminer à l'hôpital et quel est le lien ou la corrélation avec le taux de vaccination dans la communauté? Nous savons que ça dépend aux États-Unis, jusqu'au Canada, au niveau de l'acceptation. Alors, dans les endroits où il y a peu d'acceptation de la vaccin, c'est-à-dire moins de 50% de la population qui a 12 ans ou plus vaccinés. Alors, les États, par exemple, aux États-Unis, où il n'y a pas de loi pour porter les masques, il y a une saute assez grande, c'est 10 fois plus grand au niveau de quantité des enfants qui se présentent aux soins intensifs, qui sont admis à l'hôpital et qui terminent en soins intensifs. Comme j'ai dit, je pense qu'au Canada, on ne va pas y arriver. La province de l'Alberta et aussi la Saskatchewan, notre taux d'immunisation est, même si c'est moins que les autres parties du Canada, c'est beaucoup plus haut que les États-Unis. Et dans plusieurs provinces et territoires, il y a les mesures pour réduire la transmission dans la communauté. Et dans ma province, en Alberta, nous avons éloigné des mesures et c'était trop rapide, l'assouplissement des mesures. Alors, maintenant, nous sommes en train de payer le prix, mais c'est pas
on paye le prix en comparaison avec les territoires du Nord-Ouest, mais on ne va pas voir ce qu'ils voient aux États-Unis. Même si nous avons plus de cas de COVID-19 ben, ici, comparé que Québec, par exemple, il y a très peu d'enfants qui terminent à l'hôpital, mais ceux qui arrivent à l'hôpital quand même, quelques-uns de ces enfants sont assez malades. Mais on ne va pas voir ce que nous avons, vous, aux États-Unis. Mais ça, c'est intéressant, mais quand pouvons-nous nous attendre à ce que les vaccins soient disponibles pour les enfants de moins de 12 ans? Bon, le vaccin de Pfizer, le vaccin messager et de Moderna, les deux entreprises sont en train de réaliser les essais cliniques avec les enfants moins de 12 ans. Les vaccins sont recommandés pour tous les Canadiens de 12 ans et plus, mais les vaccins sont en train d'être testés dans les jeunes enfants, mais dans les blocs. Par exemple, le premier bloc, c'est 5 ans jusqu'à 11 ans et après un bloc qui a moins dents et moins dents encore. Alors, Pfizer a fait un essai clinique de leur étude qui était soumis aux États-Unis. J'ai entendu parler le week-end que c'était soumis à Santé Canada. Nous ne savons pas exactement tous les détails. Nous avons quelques informations en ce moment qui suggèrent dans ces essais qui sont plus petits. Ça s'appelle les études de pont et la réponse immunitaire est similaire aux adolescents et jeunes adultes et le profil de sécurité est similaire, mais on n'a pas de détails, pas encore. Mais dans une étude de pont, vous allez savoir si le vaccin va empêcher la maladie si vous avez l'information disant que la réponse immunitaire est pareille. Alors les gens se posent les questions. Combien de temps ça va prendre? Ça va être un peu différent pour les jeunes enfants parce que l'évaluation du vaccin par les agences est quelque chose qui est fait au niveau de leur réponse immunitaire et la sécurité avec très peu de nombre d'enfants. Alors, il n'y aurait pas suffisamment d'informations pour parler des effets secondaires néfastes, comme le myocardia qui est arrivé avec quelques jeunes adultes. Mais quand même, nous pouvons attendre que le processus va être vraiment intégral, rapide et puis avec les soumissions aux agences régulatoires. Ici, quand on parle des tranches d'âge de 12, entre 12 et 6 ans, la révision, c'est-à-dire l'évaluation par les pairs, était faite rapidement. Alors, plusieurs personnes veulent savoir qu'est-ce qui va se passer, mais nous n'avons pas toutes les informations jusqu'à maintenant. Docteur Brown, j'ai une question à vous poser. Vous êtes bien placé pour nous raconter sur toutes les choses que les membres de nos panels nous racontent, ce qui se passe, c'est-à-dire sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous entendez de vos collègues? Que avez-vous observé et entendu de la part de vos collègues? Ben, vous savez que dans les territoires, toutes les écoles étaient fermées dans un moment donné durant la pandémie, mais maintenir les écoles ouvertes est vraiment une priorité partout au Canada. Mais où moi, je travaille et où j'habite, l'école était fermée tout au début de la pandémie. Ce que Dr.
squash à partager au niveau de le Québec et nos écoles au territoire sont restées ouvertes pour la plupart de l'année scolaire. Mais malheureusement, quelques écoles ont dû fermer. C'était une coïncidence avec le variant de Delta et les éducateurs, les enfants, les familles, ils ont dû changer à l'école à distance pour ces élèves qui ne pouvaient pas assister à l'école en personne. Et alors, les parents, ils ont eu le fardeau d'aider leurs enfants avec l'apprentissage. Et même si c'était quelque chose développé durant les moments de crise, c'était loin d'être idéal. Il y avait les enfants qui n'étaient pas engagés là-dessus, surtout les enfants qui sont déjà euh, qui ont les difficultés. Alors, aussi, les facteurs comme l'appartenance, l'isolement, les enfants étaient isolés de leur père, ou les séparations de leur réseau de famille, de leur entraîneur, de plusieurs personnes. Et après, quand ils sont retournés à un modèle plus hybride, il y avait un défi aux causes de l'absence et aussi des nouveaux règlements de la pandémie qui a limité leurs mouvements et qui a requis les masques. Et la pandémie a magnifié quelques inéquités. Par exemple, les enfants qui étaient à risque de laisser l'école et qui en avaient besoin de plus de aide pour continuer dans l'école et dans une situation un modèle hybride de scolarité. Ils ne voulaient pas continuer. Ils étaient à risque même avant que la COVID-19 ait été déclarée comme pandémie. Mais l'inéquité qui était plus évidente, c'était le manque d'accès à l'Internet et le manque de différents outils numériques à la maison parce que plusieurs familles n'ont pas l'accès à ces technologies. Et ça, c'est pas juste aux collectivités rurales, mais dans une division du Winnipeg, 40% des enfants, des familles ont rapporté que leur enfant n'avait pas un ordinateur à la maison et moins de 50% des Canadiens ont eu l'accès à l'Internet dans leur maison. Et avant la pandémie, que 26% avaient accès à l'Internet à haute vitesse. Alors, ça coûte tellement cher, l'Internet, surtout aux régions du Nord, surtout dans les collectivités autochtones. Par exemple, à Nunavut, il y a les vitesses de moins de 5 mégabytes par seconde. Alors, cela n'a pas la fiabilité pour faire une conférence comme cette conférence. Alors, cette division entre les communautés urbaines et rurales ne marche pas tellement bien. Alors, les écoles, les différents, le gouvernement, le conseil scolaire, ils ont essayé d'emprunter les appareils, les Chromebooks, les TurboSticks qui ont été passés aux familles. Mais après, on s'est rendu compte que la vitesse de la connexion, la bande passante n'était pas fiable parce que nous avons une connexion de satellite, ça ne marchait pas. Alors, nous avons eu les hotspots où nous avons renversé les routers, nous avons invité les enfants de venir à l'école, juste dehors l'école, pour avoir l'accès au router. Alors, il faut vraiment aborder les besoins de tout le monde. Là où la portée de la pandémie négative, par exemple dans les fermetures des écoles, ont impacté la stabilité alimentaire dans les enfants de toutes les écoles. NIT ont des programmes de petit-déj et midi. Cela a arrêté tout de suite dû à aux fermetures.
Ces fermetures aussi ont un impact sur la détection et le rapportage des mauvais traitements sur les enfants. Et nos partenaires de protection à l'enfance ont dit que les familles en pauvreté ou qui souffraient des problèmes d'addiction ou de santé mentale, qui étaient confinées à la maison comme tous les autres, mais maintenant, ils n'avaient pas la journée de l'école pour la structure, le respect et le neglect et l'abandon des enfants, la maltraitance des enfants a augmenté pour noter et faire un suivi avec des questions sur le bien-être. Donc, on avait dit que finalement, quand les choses ont été alertées au service des enfants, les cas étaient plus sévères et plus graves. On ne s'est pas rendu compte de l'importance du système de la bien-être des enfants jusqu'au moment là où les écoles ont fermé. La meilleure, je vais fermer sur deux choses. L'une des meilleures façons de mitiger ou atténuer les risques sur la sécurité, la stabilité alimentaire, c'est de viser de garder les écoles ouvertes, tout ce qu'on ça soit facile et sécuritaire de le faire. C'est un prioritaire en cet instant. L'autre chose que je voulais toucher, Dr. Vaillancourt a touché aussi, c'est que la pandémie a été un défi pour les personnels de l'école, les directeurs qui ont été se retrouver en face, d'adapter vite fait leurs environnements d'apprentissage et de s'adapter devant l'échange, les recommandations de la santé toujours en évolution et en même temps garder les enfants et les parents motivés. Ça a été pas rien de petit, cette tâche-là, et il faut qu'on donne de la valeur à cela. Merci. Merci beaucoup. Nous allons rentrer sur la portion de questions et réponses. Je invite donc, il y a déjà quelques questions qui rentrent, mais toute autre personne qui a des questions brûlantes, je vais commencer ensuite chez d'autres que j'ai pris du chat, mais veuillez avancer avec cela. Nous allons poser des questions à nos experts. Ma question pour commencer. Je me rends compte que beaucoup sur le rapport de RAC sont assez amples et je crois que cela est en pariage avec ce qui pensent les parents et les citoyens, la sécurité, l'ouverture sécuritaire des écoles, de les garder ouverts, des choses comme ça. Mais je pose, quelles sont les politiques sur le terrain qui auraient bien pour Comme c'est nous qui avons préparé le rapport, je vais commencer. C'était très bien de voir les opinions de l'autre co-auteur. Mais dans chaque chapitre, nous avons des recommandations très, très précises. Donc, c'est peut-être l'air d'être ample, mais en fait, ce n'est pas ample. Il y a une feuille de route de ce qu'on peut faire et la façon dans laquelle ça devrait être réalisé. Donc, j'apprécie votre point, mais je voulais rajouter cela. Je vous donne donc un exemple concret sur la politique. Nous argumentons que nous avons besoin d'un commissaire des enfants. Nous disons que nous valorisons les enfants, mais en même temps, qui est l'avocate ou qui fait le plaidoyer pour les enfants? Et les enfants n'ont pas été dans le devant du plateforme de personnes. Et ça, c'est un grand manque, une grande lacune. Ils ont énormément souffert pendant cette pandémie. Ils sont toujours un après-pensée, un arrière-pensée. Donc, il nous faut quelqu'un qui se fasse le plaidoyer pour eux, qui aurait l'oreille de notre Premier ministre afin de nous assurer que les agendas se reflètent toujours des intérêts de nos enfants. Et ça, c'est une recommandation d'avoir quelqu'un qui soit dans le plaidoyer des enfants. Et c'est ce qu'on a mis dans notre rapport. C'est un bon exemple. Quelqu'un d'autre qui souhaite joindre ou je commence avec la prochaine question? Shannon, je peux répondre. Vous savez, à la base, c'est de garder tout le monde en sécurité, d'abord. Et deuxièmement, de fournir la meilleure éducation qui soit possible, avec des états pragmatiques en tête, qui, je crois que encourager tout le monde de se faire vacciner et rester avec les mesures de protection, de prévention du virus, le nettoyage des mains, des masques, jusqu'à ce qu'on puisse vacciner les petits. Notre territoire ici vient d'annoncer les obligations sur la vaccination dans les secteurs de nos travailleurs. Donc, c'est une étape
pas avant pragmatique et pratique afin d'assurer la sécurité de tout le monde. En parlant d'offrir la meilleure éducation possible, je rentre toujours de ce que je dois me rappeler à moi-même et le personnel avec qui je travaille, c'est que les relations et la communication viennent d'abord. Chaque étudiant doit savoir que le prof y croit dans cet étudiant et qu'il aime cet enfant. Nous devons encourager que tout le monde reste positif dans le maximum que ça soit possible. Je suis tellement fier de nos enseignants et nos parents et nos recteurs pour pouvoir réaliser cela assez bien malgré tout ce qu'on se trouve en face. Je crois que beaucoup de monde est frustré et beaucoup d'entre nous souffrent de la perte et de nous excuser si on a repassé des relations avec les autres, mais bien sûr, la connectivité universelle est peut-être un peu lointain. Même l'Association des conseils d'éducation, les administrateurs ont écrit une lettre jointe au gouvernement fédéral et ils n'ont toujours pas répondu de réponse, mais il faut continuer de tenter de travailler avec les ressources à notre disposition. Je ne sais pas si on est au courant, mais demain, c'est c'est la journée de l'appréciation des enseignants internationale. C'est le 5 octobre chaque année. Donc, j'encourage tout le monde de contacter un professeur qui a fait une différence et de le remercier ou qui fait une différence aujourd'hui même. Je crois que les principaux aussi, les recteurs de l'école ont eu beaucoup de difficultés. Eux aussi, ils ont besoin de savoir qu'on les apprécie et j'espère qu'ils reçoivent de l'appréciation, tout ce qu'ils méritent demain. D'ailleurs, avec les surintendants du Canada, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas qui c'était, mais c'était un mantra parfait. C'était en fait, restez positif et testez négatif. Restez positif et testez négatif. J'aime ça et c'est comme ça que nous avons avancé de façon plus productive. Merci. Nous avons cette question de plusieurs personnes. Et en parlant du rapid test, de dépistage rapide, est-ce que c'est une option viable afin de continuer la sécurité et de garder les écoles ouvertes? Je suis sûr que beaucoup de personnes dans plusieurs parties du pays ont ces questions. C'est peut-être une question pour Dr. Quach et Dr. Keller. Quel lieu a le dépistage rapide? Je peux commencer. Nous avons fait une étude pilote avec l'utilisation du dépistage rapide. Dans un environnement multiculturel et un autre plus élevé, en utilisant ce test de façon au hasard. En fait, ce n'était pas très utile parce que ça a pris tellement de tests jour après jour pour en trouver un, mais la prévalence c'était entre 5 à 7 de positivité sur les tests dans la communauté. Ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise cela sur les enfants ou les enseignants qui étaient symptomatiques, la sensitivité était à 90. Ça veut dire que vous pouvez rater un ou deux cas, mais la plupart des cas qui ont une charge virale assez élevée ont été détectés. Ce qui était bon, c'est qu'il était détecté de façon rapide. Dans les 15 minutes, Santé publique a été notifiée afin qu'ils puissent contacter avec le reste de la famille afin d'assurer leur quarantaine. Mais ce qui est différent cette année, c'est que comme j'ai dit, nous avons tellement d'autres infections par des virus respiratoires. Nous voulons que les étudiants puissent aller à l'école ici. Donc, ils viennent à l'école et ils commencent à avoir un peu de tout ou ils ont mal à la gorge et on fait le test rapide. C'est négatif. Au moins, on pourrait les rester à l'école pendant la journée en sachant que, de pire les cas, c'est le COVID, mais en sachant qu'avec le charge virale, ça ne devrait pas être transmissible. Et à la fin de journée, vous pouvez faire les autres tests. Mais en tant que parent, au moins en sachant que vous les laissez dans la garderie, l'enfant ou à l'école, et si quelque chose se passe pendant la journée, vous êtes capable de terminer votre journée. Parce que je regarde mes collègues, mes enfants sont plus âgés, ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes, mais les infirmières autour de moi et les infirmiers, ils sont appelés tous les 2 jours pour venir chercher leurs enfants. Personne ne peut travailler, personne ne peut rien faire.
Et cette pauvre enfant est misérable à la maison parce que la seule chose qu'il veut, c'est de rentrer à la garderie ou à l'école pour avoir une interaction avec les autres. Et donc, c'est là où je crois que les tests rapides ont un rôle à jouer. Dans la province de Québec, c'est comme ça qu'on a établi cela, implémenté cela depuis la rentrée scolaire en septembre, afin que cela ait été employé pas dans les garderies, mais dans les écoles, au moins dans les zones là où le taux de vaccination n'est pas suffisamment élevé. Vous savez, donc les personnes ont été formées, ce n'est pas des professionnels de santé, mais d'autres personnes ont été formées dans les écoles afin de réaliser ces tests. Et ça a aidé, à date, ça a aidé un petit peu. Donc, c'est un premier dépistage afin d'assurer ou un test de vérification pour identifier et repérer les cas rapidement. Mais l'autre côté, c'est qu'au moins, c'est que les enfants puissent rester à l'école. Je voulais juste rajouter à ce que dit Dr. Quach, même si ce qu'elle a décrit avec tellement bien, même si le test n'est pas parfait, c'est une bonne façon et une façon pratique de catégoriser et ranger des enfants. Et les enfants et les professionnels, s'ils présentent des symptômes, l'expérience à Québec a été l'année dernière, c'était dans des autres environnements, ça a une grande valeur, une grande étude du Royaume-Uni qui a regardé cela. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que même si cela n'a pas parfaitement catégorisé les personnes avec le COVID, au moins ce que ça fait, c'est de minimiser dramatiquement les fermetures des écoles ou les enfants qui restent à l'école, les professeurs qui devraient rester à la maison, afin de minimiser ces interruptions. Ça, c'est la valeur à ces tests-là. Je sais que cela a été considéré dans d'autres provinces. Je sais qu'en Alberta, l'approche de test rapide pour des personnes qui ont choisi de ne pas déclarer leur statut, leur état de vaccination. À l'Université de Calgary, par exemple, toutes les facultés et les étudiants ont dû déclarer soit s'ils sont vaccinés ou pas. Et si un taux de vaccination est extraordinairement élevé, ça c'est bien, mais les autres qui ont choisi une route de faire des tests rapides, peu importe qu'ils ont des symptômes 2 fois par semaine. Et ça, c'est une autre approche aux tests rapides. Ça veut dire que si le format de testing n'est pas parfait, donc je crois que c'est une chose pratique qui peut faire que les écoles restent ouvertes. En général, nous devons accepter que ce n'est pas comme une catégorisation parfaite, si ou non un enfant a le COVID ou non, mais c'est correct de façon suffisante pour garder les écoles ouvertes. Ça a une chose des tensions durables, c'est entre le parfait et le bon, il faut faire le part des choses. Et une autre question, je crois que c'est bon pour Dr. Vaillancourt. Dans les écoles Ontario, les écoles ont resté fermées énormément de temps pendant les 2 années. Maintenant qu'ils sont rentrés, c'est difficile de laisser donner les importances de ces activités de la santé. C'est trop vite pour l'interprète. C'est une question géniale. Donc, je suis coach par rapport à ce qui se passe sur les et Ontario, quand on ferme les écoles, on ferme toutes les activités après les écoles. Et ça, c'est un impact incroyable sur beaucoup d'enfants. Et donc, s'ils ont été isolés des enfants à l'école, ils ont été isolés aussi de leurs coéquipiers. What I think happened, and I'd be curious to hear from other panelists if they agree with this, because this is just my hypothesis. We were so unprepared for this pandemic. And you would think Ce qui s'est passé, que nous n'étions pas préparés pour cette pandémie. Et comme on n'était pas préparés, on était dans un état de panique. On a eu de panique, on a fait tout fermer pour protéger tout le monde du virus. Et cela est logique, comme il y avait tellement des éléments inconnus. Mais les preneurs de décision sont toujours attrapés dans ce panique. Alors,
Alors, les données provenant au niveau de ce que j'ai lu sur le sport et la transmission, la propagation du virus en jouant des sports, surtout dehors, est vraiment bas. Alors, nous avons eu des approches où il n'y a pas d'espace pour une interprétation. C'est au tout ou rien. Alors, je ne sais pas si ça c'est utile parce que nous avons suffisamment de données prouvant, disons que les enfants doivent être à l'école, ils doivent faire les activités dehors de l'école. Bon, ben, si jamais il y a une éclosion dans une équipe de basketball, par exemple, il ne faut pas envoyer les enfants à leur entraînement. Alors, ça, c'est logique. Mais je n'aime pas cette approche que c'est tout ou rien. Alors, pour enlever tout le monde de l'école ou de leur activité dehors de l'école. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui demande quelles sont les tailles des échantillons sur les études ARN messager. Bon, moi, je peux commencer là-dessus. Alors, bon, et la question, l'interprète s'excuse et demande sur les effets secondaires. Alors, au niveau des effets secondaires, c'est quelque chose qui s'appelle myocarditis, son péricarditis. Ça, c'est l'inflammation du muscle au cœur et aussi le péricarditis. Et ce sont deux maladies que nous voyons ensemble. Mais ce que nous savons là-dessus au niveau de myocardite, c'est une condition qui est déclenchée par une condition virale et ça arrive surtout avec les bébés qui ont contracté une infection d'un introvirus ou chez les jeunes adultes dans les adolescents. Alors, ce que nous voyons avec myocarditis, qu'il y a une prédominance chez les garçons. Alors, ça, c'est la prévalence entre les enfants et puis les adolescents. Mais avec les vaccins ARN messagers, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu dans les autres vaccins, mais avec les vaccins ARN messagers, il y a quelque chose qui occure rarement, mais c'est moins qu'une sur 10 000. Et ce qui se passe avec le myocarditis, c'est on est en train de travailler là-dessous pour savoir exactement ce qui c'est pour trouver ces choses. Mais les nombres en fonction de votre placement où vous vous trouvez, c'est entre, bon, 10 sur 1 million, 1 sur 100 000. Et cela était vu chez les jeunes adultes avant de se faire vacciner, les jeunes entre 16 ans et 30 ans, mais ça peut arriver dans chaque âge. Mais le myocardite, c'est sur cette gamme-là. Mais si vous êtes atteint de la COVID-19, vous pouvez attraper le myocardite comme complication après l'infection et cela peut être quelque chose de grave. Et les données probantes des États-Unis et d'Israël ont montré que la probabilité d'attraper myocardite après COVID est 5 à 10 fois plus probable après myocardite, c'est-à-dire après d'avoir un cas de COVID. Mais c'est plus probable si vous êtes vacciné
Mais les bonnes nouvelles, c'est que les cas ne sont pas sévères. Ils ne laissent pas les effets néfastes, mais nous ne savons pas ce qui va se passer au moyen terme. Les cas qui arrivent juste après la vaccination, comme entre 5 ou 7 jours. C'est pas juste que c'est quelque chose qui va arriver plusieurs mois après d'être vacciné. Pour évaluer si cela va arriver juste après la vaccination, mais il n'y a pas les effets à long terme qu'on voit en ce moment. Mais avec les essais cliniques, le FDA des États-Unis a demandé à Pfizer et Moderna d'augmenter le groupe d'échantillons pour trouver dans ces études de pont. Mais les nombres sont assez peu, comme 4 000 ou 500, pardon, 5 000 enfants dans chaque tranche d'âge. Alors, si vous allez étudier 4 000 ou 5 000 enfants, vous n'allez pas avoir suffisamment d'enfants pour avoir un sens de la probabilité de la myocardite. Mais pour être juste, même si vous étudiez 35 000 dans les essais cliniques chez les adultes, vous n'allez pas savoir. C'est jusqu'au moment qu'il y a l'usage ou l'adoption du vaccin de manière plus élargie que vous pouvez savoir de l'incidence de cela. Je voudrais juste parler de 2 points additionnels. La dose du vaccin qui est injectée chez les jeunes est moins comparée avec les jeunes plus âgés et les adultes. Pour les enfants, moins de 12 ans, c'est une tiers de la quantité de vaccin qui est donnée aux adultes et aux autres jeunes. Et puis, ce que nous avons vu aux États-Unis et autre part, la myocardite est plus probable après le vaccin de Moderna parce que le dosage est un peu plus haut en comparaison avec Pfizer. Mais la quantité de ARN au niveau de microgrammes est 100 à Moderna comparé à 30 avec Pfizer. Et peut-être il y a plus de bénéfices si vous êtes un adulte plus âgé. Mais avec le myocardite chez les jeunes, c'est plus probable que cela peut arriver. Mais en Ontario, il y avait la recommandation qu'ils vont fournir le vaccin de Pfizer aux adolescents. Alors, avec cette dose plus basse chez les jeunes, ça peut atténuer cette situation. C'est beaucoup d'informations, mais j'espère avoir répondu à vos questions. Mais quelqu'un demande, parlez-vous de à quel point est long COVID, la COVID qui dure un problème avec les jeunes. C'est plus rare chez les jeunes comparé avec ce qu'on voit avec les adultes. Peut-être vous avez vu l'étude d'Israël, à peu près 10% des adolescents ont quelques symptômes de long COVID. Alors, la COVID de longue durée, manque de sommeil, ça c'est un symptôme, mais ce n'était pas comparé avec un groupe d'enfants qui ont eu la COVID, avec un groupe d'enfants qui n'a pas eu le COVID. Parce que si vous mettez des jeunes enfants devant les ordinateurs, et cela a un impact sur le comportement de nos enfants. Nous avons vu la même chose au FDC en Suisse. Et d'ici à 12 ans, à peu près 4% des enfants qui ont eu la COVID ont eu quelques symptômes de
comportement où il était fatigué, mais c'était 2 à 3% dans le groupe de contrôle. Et cela vous montre que la COVID-19 de longue durée ne paraît pas un grand problème chez les jeunes. Alors, je sais que quelques cliniques pour la COVID-19 de longue durée ont été établies pour les enfants et les jeunes, mais ils n'ont pas beaucoup de patients. C'est moins fréquent dans la population des adultes. C'est plus prévalent dans les adultes. Je voudrais poser 2 questions avant de conclure. Alors, est-ce que vous recommandez les vaccins pour la participation dans les sports et les autres activités dehors de l'école ou les activités parascolaires? Alors, bon, je vais essayer d'être brève. Ça dépend de l'âge, ça dépend du milieu. Qu'est-ce que vous faites? Il y a beaucoup d'exigences pour les adultes qui existent en ce moment. Mais je pense que l'âge chez les enfants qui participent au sport, c'est en bas de l'âge de 12 ans. Est-ce que ça va être quelque chose d'ordonné chez les jeunes qu'on apprend du vaccin pour les enfants ou est-ce qu'il faut juste avoir une ordonnance pour les enfants plus grands? Je ne suis pas sûre d'avoir une mesure, un mandat pour les enfants qui participent dans les sports. Je pense que c'est plus important dans les autres milieux, dans les autres environnements, peut-être au fil du temps avec les vaccins, ça peut être quelque chose qu'on peut considérer. C'est exactement la réponse que moi j'allais fournir. Alors, il y a de la bonne confiance là-dessus. C'est toujours bien d'avoir une deuxième opinion. Maintenant, je voudrais poser une dernière question. Est-ce qu'une test négative après 7 jours d'isolement, après de tester positif, est-ce qu'il peut retourner à l'école? Qu'est-ce qui se passe au 8e, 9e et 10e jour et s'ils peuvent retourner à l'école? C'est une excellente question et ce n'est pas juste aux écoles, mais dans tous les environnements de 40 ans. Si votre PCR est négative, au 7e jour, c'est peu probable qu'il y aurait une test positive après cela. Peut-être on peut manquer une test de temps en temps, mais je pense que au 7e jour, l'enfant peut retourner à l'école. Au Québec, les enfants peuvent retourner à l'école au 8e jour et puis nous le faisons dans les établissements de santé entre les travailleurs soins de santé. Si vous êtes négatif au 7e jour, vous pouvez rentrer à vos activités. Merci. Je pense que nous pouvons ajouter une question de plus. Quelqu'un a posé la question. Il y a, il parle de la réticence. Plusieurs parents qui sont réticents pour les vaccins pour les parents. Il y a la question que si les parents ne veulent pas faire vacciner leur enfant, mais c'est difficile, c'est une question importante, c'est une question de risque. Quel est le bénéfice? Alors, au Royaume-Uni, dans leur décision d'offrir le vaccin aux enfants maintenant, où la combination de leur comité de conseil, comité consultatif, ils ont dit que c'est bien de donner le vaccin, mais il y a les autres considérations. Le chef, le médecin hygiéniste en chef là-bas, à part les bénéfices pour les enfants, il y a aussi la possibilité d'avoir les enfants qui continuent aux écoles. Ça, ce sont les considérations importantes qu'il faut considérer. Bon, il y a les personnes qui disent, oh, c'est pas comme la grippe, c'est pas si mauvais que la grippe. Bon, même si la COVID n'est pas commune, que cela va entraîner la maladie grave, ça peut arriver.
Mais je veux dire que le taux des maladies graves à cause de la COVID est plus haut que la grippe en Alberta. Nous venons de regarder là-dessus. Si nous regardons les enfants qui terminent à l'hôpital avec la grippe saisonnière, la grippe, il y a plus d'enfants qui terminent aux hôpitaux avec la COVID comparé à la grippe. Alors, même si ces risques sont plus bas comparé aux adultes, c'est toujours un risque. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une autre question, ben, allons-y. OK, je voudrais conclure. Je voudrais remercier tout notre public et je voudrais aussi remercier la Société royale du Canada, du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Et en mon nom, je tiens à remercier l'auditoire, les panélistes et les participants. Veuillez consulter le site web de la Société royale du Canada pour trouver le rapport complet et d'autres ressources sur la COVID-19. Vous pouvez trouver plus de renseignements @RSC The Academies. Veuillez les envoyer par courriel à notre courriel vos autres questions events@rsc-src.ca.